Une assiette de reste, une petite fille et une ville brûlée par le soleil. Cette histoire commençait par un bonjour silencieux qui conduit un homme à affronter son passé et à construire son avenir. C'était un après-midi ordinaire dans une ville désertique. Un père seul, une assiette de reste. Puis il entendit une voix, un peu plus forte qu'un murmure. « Je peux avoir les restes ?» Il se retourna et vit une paire d'yeux assis dans un fauteuil roulant. Ses yeux allaient bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Si ces histoires vous touchent, abonnez-vous à la chaîne, car certaines histoires ne se racontent pas, elles se vivent. Maintenant, laissez-moi vous emmener à la deuxième table, où un simple geste de gentillesse a marqué le début d'un voyage que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Installez-vous confortablement et profitez de l'histoire. Le vent soufflait dans les rues sèches de Bois-Sérin, comme une vieille chanson dont personne ne se souvenait des paroles. La poussière dansait sur le trottoir fissuré, effleurant les bottes, les bancs et le capot brûlé par le soleil de la camionnette rouillée de Mercer Wade, garée devant le seul restaurant à moins de 50 km à la ronde. La ville se délabrait, une fenêtre condamnée après l'autre, et Mercer s'en moquait. Les choses qui disparaissaient laissaient moins de questions. Il était assis seul, à une table métallique, juste à l'extérieur du restaurant, du genre qui vacille quoi qu'on fasse. Une assiette de poitrine de bœuf et de pain de maïs était posée devant lui, la vapeur s'échappant dans la chaleur estivale, comme si elle se moquait bien qu'il fasse déjà 35 degrés. Il portait une chemise en jean usé, les manches retroussées, les bras bronzés et musclés par le travail, orange. Ses longs cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche dans la nuque, la seule partie de son corps qu'il laissait encore sauvage. Il n'avait pas d'appétit, mais il commandait toujours la même chose le jeudi. Sa petite fille, Manon, adorait la poitrine de bœuf. Elle emportait les restes à la maison, les réchauffait dans leur petite cuisine et jurait que c'était meilleur quand il n'était pas là pour l'avoir versé de la sauce piquante dessus. Mercer prit sa fourchette, plus par habitude que par faim. « Monsieur, puis-je avoir vos restes ?» La voix était douce, pas tout à fait un murmure, mais suffisante pour figer le mouvement de sa main. Il se retourna lentement, pensant que quelqu'un s'adressait à quelqu'un d'autre. Elle a été petite, plus jeune que Manon, peut-être 11 ou 12 ans. Ses cheveux étaient décolorés par le soleil et emmêlés. Ses joues étaient creuses, ses bras beaucoup trop maigres. Mais ce n'était pas cela qui retenait Mercer sur place, comme si un fantôme venait de le traverser. C'étaient ses yeux, gris, grands, alertes. Pas le genre d'alerte qui vient de la curiosité, mais celle qui vient d'avoir connu la fin trop longtemps, d'avoir attendu un monde qui ne revient jamais. Elle était assise dans un vieux fauteuil roulant, du genre de ceux que les hôpitaux ont cessé d'utiliser il y a 20 ans. Les roues grinçaient. Un pied était tordu de façon bizarre, posé de travers sur le repose-pied. Ses mains, petites, kistoudies, étaient crispées, agrippaient le tissu d'un sac à dos délavé qui semblait trop lourd pour son poids. « Je n'ai pas besoin de grand-chose », ajouta-t-elle rapidement. « Je ne suis pas difficile, juste si vous ne le finissez pas. » Mercer cligna des yeux. La chaleur rendait l'air étouffant, mais cet instant le transperça avec une précision chirurgicale. Il posa sa fourchette. « Asseyez-vous », dit-il, en lui indiquant l'autre chaise. La jeune fille hésita. Elle avait l'habitude d'être chassée, pas invitée à entrer. Elle serrait toujours son sac contre elle. « Je ne vais pas te mordre », ajouta Mercer en haussant les épaules avec gentillesse. « C'est toujours meilleur à plusieurs. » Toujours hésitante, elle se rapprocha lentement, avec des mouvements assurés. De près, il vit la saleté sous ses ongles, les légères ecchymoses jaunes sur son avant-bras.
les semelles usées de ses chaussures, trop grandes, de 2 pointures. Il poussa son assiette vers elle. « Je m'appelle Mercer. » Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de tendre la main pour arracher un petit morceau de pain de maïs, comme s'il risquait de disparaître. Elle mâcha lentement, sans le quitter des yeux, comme pour évaluer le piège qui l'attendait. Au bout d'un moment, elle parla. « Junie, c'est le diminutif de quelque chose. » Elle secoua la tête. Le silence s'installa entre eux, mais il n'était pas gênant. Mercer la regarda manger à petites bouchées, comme si elle essayait de faire durer le repas pendant des heures. Elle ne donna aucune explication, et il ne demanda rien. Pas encore. Une rafale de vent souleva à nouveau la poussière, obligeant Mercer à cligner des yeux. Il prit sa tasse de thé glacé et but une gorgée tout en regardant le ciel changer de couleur. Le soleil se couchait à l'ouest, peignant d'or les contours de la vieille station-service de l'autre côté de la route. « Où habites-tu, Junie ?» demanda-t-il finalement. Elle jeta un coup d'œil à la rue, comme si ce mot n'avait plus le même sens qu'avant. « Je n'ai pas de maison, ça fait longtemps. » Mercer acquiesça lentement. Il se souvenait de ce sentiment, cette période après la mort de sa femme, où la maison était toujours debout, mais où rien à l'intérieur ne lui donnait l'impression d'être chez lui. « Quelqu'un te cherche ?» tenta-t-il à nouveau. Elle baissa les yeux vers ses genoux. « Pas que je sache. » Ces mots le touchèrent plus qu'il n'aurait dû. Il se cala dans son siège, croisa les bras et l'observa, sans pitié. Il savait qu'il ne fallait pas lui offrir cela. La pitié était pour ceux qui avaient l'intention de partir. Il fouilla dans sa poche, en sortit son couteau de poche et attrapa la boîte vide sur la table. D'un geste calme et délibéré, il grava son nom sur le couvercle lambois. « Junie », il la lui tendit, « c'est à toi maintenant. Si tu repasses, tu peux la laisser ici. Je veillerai à ce qu'elle soit remplie. » Junie serra la boîte comme si elle était fragile. Ses doigts suivirent les lettres, comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait écrit son nom exprès. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix à nouveau faible. Mercer marqua une pause avant de répondre. « Ma fille a une boîte exactement comme celle-ci, » dit-il, « parce que personne ne devrait se sentir étranger, ni à la nourriture, ni aux gens. » Elle le regarda longuement, puis acquiesça d'un signe de tête. « Je reviendrai demain, » dit-elle. Et à ce moment-là, Mercer comprit qu'il ne s'agissait pas de reste. Il s'agissait d'un nouveau départ. Le lendemain matin, Mercer se surprit à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il attendait. Il était assis à la même table, à l'extérieur du restaurant, une deuxième assiette commandée et intacte devant lui. Il ne regardait pas la nourriture. Son regard était fixé sur l'horizon, sur la longue route qui scintillait sous le soleil, levant comme une rivière de chaleur et de souvenirs. Il se dit qu'il n'était pas idiot d'agir ainsi. Ce n'était que de la nourriture. C'était un geste de gentillesse, rien de plus. Mais au fond de lui, une petite voix lui disait qu'il espérait que la jeune fille, aux yeux solennels et à la dignité affamée, reviendrait. 10 minutes passèrent, puis 20. Le thé dans sa tasse refroidissait. Il était sur le point d'abandonner, de mettre cela sur le compte d'un simple geste de gentillesse, le genre de chose qui apparaît puis disparaît comme de la poussière dans le vent, lorsqu'il entendit le grincement très faible de vieilles roues. Junie, le même sac à dos, les mêmes chaussures, une expression différente. Elle apparut lentement, roulant sur le gravier. Elle tenait la tête haute, non pas avec fierté, mais avec détermination. Cette fois, elle n'hésita pas lorsqu'elle arriva à la table. Mercer remarqua qu'elle s'était coiffée, ou du moins qu'elle avait essayé. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée, attachée avec un élastique. Il ne dit rien, se contentant de lui indiquer son assiette. « C'est encore chaud, » dit-il. Elle lui jeta un regard, plus en signe de reconnaissance que de gratitude, et commença à manger.
Mercé n'insista pas pour engager la conversation. Il resta simplement assis à boire son thé. Le bruit de sa mastication avait quelque chose de réconfortant. Peut-être était-ce parce que depuis trop longtemps, chaque repas qu'il prenait n'était accompagné que du ronronnement du réfrigérateur ou du silence assourdissant. Manon était généralement à l'école quand il rentrait déjeuner, ou déjà couché quand il rentrait de ses gardes de nuit. Le monde était devenu trop calme, jusqu'à présent. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il. Junie acquiesça légèrement. « Mieux que d'habitude. Tu as un endroit où dormir ?» Elle haussa les épaules. Derrière le pressing, il est fermé. Personne ne vérifie. Mercer enregistra l'information sans porter de jugement. Il savait comment les gens se retrouvaient dans des endroits comme celui-là. Ce n'était pas toujours à cause de la drogue ou de la paresse. Parfois, il suffisait d'un coup dur, d'un mauvais choix, que la vie ne prenait pas la peine de corriger. Il but une gorgée de thé. « Tu vas à l'école ?» Elle ne leva pas les yeux. Avant, il attendit, laissant le silence s'installer. « Avant l'accident », ajouta-t-elle. « Quel genre d'accident ?»« Une voiture. Mon père était ivre. Sa voix était monocorde. Je ne sentais plus mes jambes après. Il s'en est sorti avec une égratignure. Il n'a jamais regardé en arrière. » Mercé déglutit péniblement. Il ne savait pas si c'était de la colère ou du chagrin, ou les deux, qui montaient dans sa gorge. « Où est ta mère ?» Junie serra les mâchoires. « Elle est partie, dit-elle. Des années avant. » Il acquiesça lentement. « Tu as quelqu'un d'autre ?» Elle secoua la tête. « Personne. » Il comprit le poids de ce mot. Il l'avait porté lui aussi, autrefois, quand Manon était encore en couche et que June, sa femme, s'éteignait dans un lit d'hôpital, lui demandant de ne pas fermer son cœur, même si elle ne pouvait plus ouvrir les yeux. « Tu sais, » dit-il, « quand Manon avait ton âge, elle collectionnait les cailloux, et elle disait que chaque pierre était un souvenir. Elle les gardait dans un bocal en verre près de son lit. » Junie leva les yeux pour la première fois. « Que qu'est-il arrivé au bocal ?» Elle a arrêté de le remplir après la mort de sa mère. Un jour, elle l'a vidé dans le jardin. Elle a dit qu'elle était fatiguée de porter des souvenirs. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Un oiseau gazouilla sur la ligne électrique au-dessus d'eux, puis s'envola, comme s'il était gêné d'être le seul à faire du bruit. Junie fouilla dans son sac à dos et en sortit la boîte à emporter de la veille. Elle l'ouvrit délicatement et regarda son nom gravé dessus. Puis elle le prononça entre eux comme un contrat. « Je ne pensais pas revoir ça un jour, » dit-elle. « La plupart des gens ne se souviennent pas de mon nom. » Mercer se pencha vers elle. « Je me souviens des choses qui comptent. » Elle cligna des yeux. Pendant une seconde, il crut voir une larme dans ses yeux gris acier, mais elle détourna le regard avant que cela ne se transforme en quelque chose de plus. « Tu veux travailler ?» demanda-t-il. Junie se retourna, surprise. « J'aurais besoin d'aide. Rien de compliqué. Nettoyer les tables, compter les serviettes, choisir la musique à la radio. Je ne peux pas payer beaucoup, mais je peux te donner quelque chose. Pourquoi ? Parce que les gens travaillent là où ils ont leur place, et tu as l'air de quelqu'un qui a mérité sa place. » Elle le fixa du regard. « Tu es bizarre, » dit-elle finalement. Merce sourit. « Ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça. » Il y eut un silence, puis elle haussa les épaules. « D'accord, je vais essayer, mais je ne suis pas doué avec les gens. Tu es doué avec le silence, » dit-il. « C'est plus difficile. » Junie mâcha sa dernière bouchée et regarda la route. La chaleur ondulait à nouveau. Le vent souleva davantage de poussière, mais Mercer remarqua que les épaules de la jeune fille n'étaient plus aussi voûtées que ce matin. Son regard n'était plus aussi méfiant, et lorsqu'elle se tourna vers lui pour lui demander « Demain, même heure », Mercer répondit sans réfléchir, sans hésiter « Oui, Junie, demain, même heure ». Et cette fois, il ne lui donna pas seulement ses restes, il lui donna
une raison de revenir. C'était vendredi après-midi lorsque Mercer se retrouva à fouiller dans le tiroir supérieur, encombré de son vieil établi en pin, à la recherche d'un rouleau de ruban adhésif. La porte moustiquaire arrière du restaurant s'était détachée de ses gonds, et il n'était pas d'humeur à aller à la quincaillerie. Le tiroir était une capsule temporelle, des stylos à moitié usés, des boulons sans écrou, un harmonica rouillé qui n'avait pas produit un son depuis des années, et au fond, une enveloppe jaunie. Mercer s'arrêta, effleurant le bord du papier, comme s'il risquait de le brûler. Il n'avait pas l'intention de la revoir, pas aujourd'hui, pas avec Junie qui fredonnait devant lui en nettoyant les salières, la radio diffusant Patsy Cline en fond sonore. Mais le chagrin avait le don de se cacher dans les endroits les plus banals, les tiroirs, les chansons, la forme des yeux d'une autre personne. Il prit une inspiration et souleva l'enveloppe. Elle portait son écriture, June Wade, sa défunte épouse, des lettres courbes, soignées et pleines d'espoir, écrites quelques mois avant que le cancer ne lui vole sa voix. C'était la dernière chose qu'elle avait écrite avant de s'éteindre. Il n'avait pas eu le cœur de la détruire. Il n'avait pas eu le cœur de la relire non plus. Mercer la glissa dans la poche intérieure de sa chemise et referma le tiroir. Devant la maison, Junie disposait des pots de confiture comme une artiste. Elle travaillait lentement, mais avec précision. Difficile de croire qu'elle n'avait que 12 ans. Il y avait quelque chose de vieux dans ses gestes, comme si son enfance avait été troquée trop tôt contre la survie. « Tu veux faire une pause ?» demanda-t-il en entrant sous le porche. Elle leva les yeux. « Non, j'aime bien faire ça. Tu as toujours été aussi têtu. »« Oui, je viens d'une longue lignée de gens qui n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. » Mercer rit. « Ça fait 2. » Junie sourit, mais son sourire s'évanouit rapidement. « Ta fille, elle vient ici. » Il hésita. « Avant, oui. Maintenant, elle est chez sa grand-mère pendant la semaine. Je ne la vois que le week-end. » Junie acquiesça comme si elle comprenait, même si ce n'était probablement pas le cas. « Pas vraiment. Elle vous manque ? » « À chaque instant, » répondit Mercer. Il y eut un silence. Puis Junie demanda doucement. Elle ressemblait à sa mère. Il observa ses doigts, qui jouèrent nerveusement sur le bord de la table, faisant semblant de ne pas s'intéresser à la réponse. « Mais exactement comme elle, » répondit-il. « Les mêmes taches de rousseur, la même mâchoire obstinée. » Junie s'immobilisa, puis elle demanda presque trop doucement. « Est-ce que tu oublies parfois son visage ?»« Non, » répondit Mercer sans hésiter. « Pas un seul jour. » Elle acquiesça. Son regard se porta à nouveau vers la rue, et Mercer n'insista pas. Il sentait le bord de la lettre dans sa poche, chaud contre sa poitrine. « Tu veux entendre quelque chose de bizarre ?» demanda-t-il. Junie se redressa. « Toujours. J'entends encore June parfois, dans ma tête. Elle dit des choses sarcastiques quand je fais trop cuire les œufs ou que je laisse le linge dans la machine à laver. Parfois, j'ai l'impression qu'elle se moque de moi quand j'oublie mes clés. » Junie esquissa un petit sourire. « Ce n'est pas bizarre. » Elle secoua la tête. « C'est plutôt gentil. » Il réfléchit un instant. « Oui, je suppose que oui. » Ce soir-là, après le départ de Junie, qui était repartie tranquillement vers le terrain vague derrière le pressing, Mercer s'assit à la table où elle était assise. Il sortit la lettre de sa poche et la déplia avec précaution. Elle disait « Merc, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu te dire au revoir comme je le voulais. Tu n'as jamais été doué pour les longs discours, alors je vais être brève. Je sais que tu vas souffrir. Je sais que tu vas te renfermer sur toi-même et disparaître. Ce n'est pas grave, pendant un certain temps. Mais écoute-moi, quand quelqu'un qui souffre autant que toi apparaîtra dans ta vie, ne te détourne pas. Ne fais pas semblant de ne pas le voir, surtout s'il te rappelle moi. Ce n'est pas un fantôme,
C'est ta deuxième chance d'aimer sans te perdre. Laisse l'amour te retrouver, même s'il porte des chaussures différentes et un autre visage. June. Mercer ne s'aperçut que ses mains tremblaient lorsqu'il essaya de replier la lettre. Il lissa lentement les plis, comme pour effacer des souvenirs. La rue était devenue silencieuse, comme dans toutes les petites villes, après le coucher du soleil. Il sortit du porche et fixa l'horizon. Il y avait de nouveau de la poussière dans l'air, tourbillonnant sous la lueur du réverbère. Il repensa au visage de Junie, à la façon dont elle ne demandait jamais plus que ce qu'elle pensait mériter, à la façon dont elle regardait la nourriture, comme si c'était une faveur et non un droit, et ses yeux, vigilants, meurtris par le monde, mais qui ne clignaient jamais. Elle n'avait pas seulement besoin d'un endroit où manger, elle avait besoin de quelqu'un qui croit qu'elle valait la peine qu'on reste pour elle. Mercer remit la lettre dans sa poche. Il ne savait pas encore ce qu'il était pour Junie. Un étranger, une fourchette et une assiette, un homme avec une table et un peu de gentillesse. Peut-être que cela suffisait pour l'instant, mais une chose était claire, elle n'était pas la seule à avoir été laissée pour compte. Au-dessus du porche, on pouvait autrefois lire « Maggie's Grill », mais la peinture s'était depuis longtemps écaillée. Mercer n'avait jamais pris la peine de l'enlever. Il aimait que cela ne prétende pas être quelque chose de nouveau. C'était juste là, comme lui, toujours debout, toujours utile à sa manière. Le samedi matin arriva avec l'odeur du cèdre humide et du pain qui levait. Mercer était debout depuis l'aube, pétrissant la pâte à biscuits avec ses mains calleuses et une sorte de détermination dans le cœur. La semaine précédente, il avait réparé la balustrade du porche. Aujourd'hui, il nettoyait le vieux registre et huilait la porte arrière qui grinçait. C'était étrange comme tout semblait plus léger maintenant que Junie faisait partie de la routine. Quand elle arriva, il était déjà en train de mettre 2 assiettes et un pichet de thé sucré sur la table. Junie arriva coiffée d'une casquette beaucoup trop grande pour elle, la visière tournée sur le côté en signe de défi. On dirait que quelqu'un s'est refait une beauté, la taquina Mercer. Elle sourit et inclina la casquette comme une couronne. Un type à la décharge me l'a donnée. Il a dit que j'avais l'air d'une fautive. C'est vrai, répondit Mercer, du genre discret. Junie rit, un petit rire rouillé, comme si elle n'avait pas ri depuis longtemps. Puis, instinctivement, elle serra son ventre comme si le rire risquait de briser quelque chose en elle. Mercer le remarqua, mais ne dit rien. Il se contenta de remplir son verre. Je me disais, dit-il en s'installant en face d'elle, peut-être qu'il est temps de redonner un nom à cet endroit. Elle leva les yeux de son assiette. Tu veux dire, comme un vrai restaurant? Eh bien, pas tout à fait. Je ne pense pas que quelqu'un nous accordera une licence pour servir de la nourriture pour l'instant. Mais nous avons des tables, de la nourriture et suffisamment d'histoire pour divertir une foule. Junie mâcha un morceau de bacon, les yeux plissés. Comment l'appellerais-tu? Mercer se gratta le menton. Je pensais à la 2e table. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se pencha en arrière, les bras croisés. Tu sais, dans les vieilles églises et les vieilles maisons, il y avait toujours une 2e table, pas pour la famille ou les invités d'honneur, mais pour les domestiques, les enfants, ceux qui arrivaient après que tout le monde avait mangé. Junie cligna des yeux. Tu veux dire la table des restes? Exactement. Mais j'ai toujours pensé que c'était plus que ça. C'est là que se déroulaient les meilleures conversations, les vraies, sans artifice, juste des gens qui étaient eux-mêmes. Junie baissa les yeux vers son assiette, puis acquiesça. J'aime bien ça. La décision était prise. À midi, ils avaient sorti les autres tables rangées dans l'arrière-salle, les avaient dépoussiérées et disposé des chaises dépareillées, comme s'ils organisaient un orchestre.
Tu crois que quelqu'un va venir » demanda Juni. Mercer haussa les épaules. « Peu importe, nous serons là. » Elle lui jeta un coup d'œil, une question brillant dans ses yeux. « Pourquoi tu fais tout ça ?»« Faire quoi ?» Elle désigna le porche, l'étable, le pichet de thé qui transpirait au soleil. « Pour moi. » Mercer ne répondit pas tout de suite. Il s'essuya les mains sur un torchon, puis se tourna vers elle. « Quand j'ai perdu ma femme, dit-il lentement, les gens ont cessé de m'appeler au bout d'un certain temps. Je ne leur en voulais pas. Le deuil met les gens mal à l'aise. Mais un jour, un voisin a déposé de la soupe. Il l'a simplement laissée sur le pas de la porte avec un mot. « Vous êtes toujours quelqu'un. » Juni le regarda, les yeux adoucis. « Je n'ai jamais oublié cette soupe, » dit Mercer. « Elle ne m'a pas guéri, mais elle m'a rappelé que je n'étais pas invisible. Alors maintenant, je suppose que je passe le relais. » Elle ne répondit pas, restant immobile, comme si le moindre mouvement risquait de laisser échapper les larmes qu'elle s'efforçait de retenir. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil déclinait, Juni sortit un cahier à spirale de son sac à dos. Elle feuilleta quelques pages, cornées, puis tendit le cahier à Mercer. C'était un dessin, un croquis, au crayon, rudimentaire, mais magnifique. On y voyait le porche, les tables, la vaisselle, tout cela vu de son angle. Mercer était également dans le cadre, la tête tournée, les cheveux attachés, tendant une assiette à quelqu'un d'invisible. « C'est comme ça que je le vois, » dit Juni. « Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. » Mercer examina les traits, les ombres. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait dessiné son visage, fatigué, certes, mais paisible, comme un homme qui retrouvait une partie de lui-même. « Tu as l'œil, » dit-il. « Je dessine pour ne pas oublier, » répondit-elle. « Les gens, les lieux, les choses qui m'ont donné le sentiment d'avoir de l'importance. » Elle tourna la page. Un autre croquis. Celui-ci représentait une petite fille, âgée de 7 ou 8 ans, avec des boucles sauvages et un genou écorché. Elle était assise sous un arbre, les bras autour d'un chat. « C'est toi ?» demanda Mercer. Juni secoua la tête. « C'était mon amie Annie. Elle me laissait rester dans son garage quand il faisait trop froid, avant qu'elle déménage. » Il y eut un silence. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Mercer sentit son cœur se serrer. La perte n'était pas toujours synonyme de funérailles ou de fin. Parfois, elle s'échappait par la porte arrière, avant même que l'on s'en rende compte. « Eh bien, » dit-il d'une voix douce, « elle est dans ton livre, maintenant. » C'est une façon de lui dire au revoir. Juni regarda à nouveau le dessin, puis referma doucement le cahier. Le vent se leva soulevant la poussière de la rue en spirale dorée. Mercer la regarda s'élever, puis retomber, comme un souffle. Il se tourna vers Juni et dit « Tu sais ce que je pense. Je pense que cette deuxième table est peut-être la première chose que nous ayons construite depuis longtemps. » Et Juni, après un long silence pensif, répondit « Alors ne la laissons pas s'effondrer. » L'air était calme ce matin-là, inhabituellement calme. Même le vent, qui balayait habituellement Bois Sérène, comme s'il avait une mission à accomplir, semblait retenir son souffle. Mercer le sentit avant de le voir, ce sentiment discret que quelque chose n'allait pas. Il avait grandi avec des chevaux. Les animaux le sentaient avant lui, tout comme lui maintenant. Le porche semblait plus froid. La lumière du soleil n'était pas la même. Juni était à l'intérieur du second table, triant les sachets de sucre par couleur, sans autre raison que cela l'apaisait. Elle fredonnait doucement, faux, mais heureuse. Mercer était en train de remplir la théière lorsque quelqu'un frappa, pas à la porte d'entrée, pas à l'arrière, mais sur le mur latéral. 3 coups secs et délibérés, qui n'avaient pas leur place ici, pas dans le rythme doux de leur petit rituel. Il contourna le coin, la serviette toujours à la main. Un homme se tenait là, la quarantaine, peut-être plus âgé. Sa barbe blonde sale était presque
entièrement grise. Sa veste en cuir était déchirée au poignet. Une odeur de whisky éventé s'échappait de lui comme de la sueur. Il n'était pas de la ville. Il ne souriait pas. « Vous cherchez quelqu'un ?» demanda Mercer d'une voix neutre. L'homme ne répondit pas tout de suite. Son regard se porta vers les fenêtres du porche, où Junie était visible, la tête baissée, toujours perdue dans le confort de son tri. « Je vois que tu l'as trouvé, » dit l'homme. Le corps de Mercer se figea, comme si ses muscles s'étaient transformés en pierre. « Tu vas devoir être plus précis. » L'homme eut un sourire narquois. La gamine sur la chaise. Elle s'appelle Junie, c'est ça. Ce nom sonnait faux dans sa bouche, comme s'il n'avait pas le droit de le connaître. « Qui la demande ?» demanda Mercer. L'homme sortit un papier froissé de sa poche et l'agita nonchalamment. Un certificat de naissance officiel, avec le nom de Junie, et le sien aussi. Mason Weller, son père. « Je ne savais pas qu'elle était encore en vie, » dit-il d'une voix sèche, comme s'il était plus habitué à cracher qu'à parler, jusqu'à ce que quelqu'un d'un refuge dise qu'on l'avait vue ici. Mercer serra les mâchoires. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il. Mason haussa les épaules. « Elle est à moi. J'ai la preuve. » Je me suis dit qu'il était peut-être temps de la reprendre. Mercer s'avança, lentement et délibérément. « Tu l'as abandonnée dans un parking. Après avoir eu un accident, tu étais trop ivre pour conduire. » Mason ne broncha pas. « Et pourtant, je suis là. » Junie apparut alors dans l'embrasure de la porte, le sourire disparaissant de son visage dès qu'elle le vit. Mercer se tourna vers elle et vit ses mains trembler sur les roues de son fauteuil roulant. Elle ne dit rien. Mason lui fit un signe de la main sans conviction. « Salut, Junebug. Ça va ?» Le surnom lui fit l'effet d'une gifle. Junie ne dit rien. Son visage était devenu vide, comme celui des vétérans de guerre et des chiens de sauvetage. Un visage fermé pour survivre. « Elle n'a besoin de rien de toi, » dit Mercer, en se plaçant légèrement devant elle. « Elle est à moi, » répéta Mason, « et je peux le prouver. Qu'est-ce que tu as ? Une grille, une conscience coupable. » Mercer ne répondit pas. Il regarda Junie. Ses yeux étaient immobiles, fixés sur un point lointain derrière l'homme qui avait été son père. « Je vais appeler le shérif, » dit Mercer. « Tu veux un procès ? Très bien, mais tu ne la toucheras pas. » Mason ne semblait pas déconcerté. « Elle vaut de l'argent, tu sais. Des allocations d'invalidité, l'aide sociale. Ce n'est pas beaucoup, mais ça finit par faire une somme. Je ne suis pas là pour jouer au papa. Je veux juste ce qui m'est dû. » Sesmos fit en se retourner l'estomac de Mercer. Il s'avança jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques centimètres entre eux. « Sortez de ma propriété. » Mason leva les mains. « D'accord, d'accord. Pas besoin de s'énerver. Je voulais juste te le dire. Je reviendrai. Avec les papiers. » Il s'éloigna, comme s'il n'avait pas lancé une bombe, comme s'il s'agissait simplement d'une visite professionnelle. Une fois le calme revenu, Mercer se tourna vers Junie. Elle n'avait pas bougé, les mains toujours crispées sur le volant, le visage pâle, la mâchoire serrée. « Junie, » dit-il doucement, en s'accroupissant à côté d'elle. « Tout va bien. » Il est parti, mais elle ne répondit pas tout de suite. Ce n'est qu'après plusieurs minutes de silence qu'elle murmura. « J'ai cru qu'il était mort. » Mercer expira lentement. « J'aurais préféré... » Pour être honnête, elle le regarda alors, les yeux écarquillés. « Vraiment ?» Il acquiesça. « Parce que tu mérites mieux que cet homme qui se promène en faisant semblant de se soucier de toi. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elles ne coulèrent pas. Elle les retint, en clignant des paupières, les ravalant comme elle avait ravalé toutes les autres douleurs de sa courte vie. « Et s'il m'emmène ?» demanda-t-elle. Mercer sentit ces mots comme une lame. « Il ne le fera pas. Tu n'en sais rien. »« Non, » répondit-il, « mais je sais une chose. Je ferai tout ce qu'il faudra pour te protéger, même si je dois traîner tous les avocats du comté dans ce restaurant et les forcer à manger mes biscuits jusqu'à ce qu'ils me croient. » « Junie,
eut un rire tremblant qui brisa la tension comme du verre sous les pieds. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle. « Très sérieux. J'ai nourri pire que ça. » Son sourire ne dura pas longtemps, mais cela suffit, suffisamment pour promettre que demain leur appartiendrait encore. Ce soir-là, Mercer s'assit avec une tasse de café noir et un dossier contenant les documents relatifs à la garde de l'enfant, étalés sur son comptoir. Cela faisait des années qu'il n'avait pas mis les pieds dans un tribunal, des années qu'il n'avait pas dû se battre pour autre chose que pour empêcher son toit de fuir. Mais là, il ne s'agissait pas d'un toit. C'était une petite fille en fauteuil roulant qui triait des sachets de sucre et dessinait des visages de mémoire. Une petite fille qui méritait mieux qu'un deuxième abandon. Et si la justice voulait tester jusqu'où un homme comme Mercer Wade était prêt à aller pour protéger une enfant qui n'était pas la sienne de sang, mais qui était la sienne à tous les autres égards, alors elle ferait mieux de se préparer à perdre. Le palais de justice du comté de Lune n'avait rien de particulier. Des murs défraîchis, des lumières bourdonnantes et un silence trop lourd pour rendre justice. Ce n'était qu'un bâtiment en stuc délavé, avec des volets de guingois et un plafonnier vacillant qui bourdonnait comme une mouche prise au piège dans une bouteille. Il sentait vaguement le vieux café, le nettoyant au citron et la climatisation qui ne parvenait jamais à vaincre la chaleur provençale. Mercer était assis sur le banc, en plastique dur devant le bureau du greffier, son chapeau sur les genoux, les épaules tendues sous sa chemise, en jean usé. Il n'avait pas porté cette chemise depuis des années, pas depuis la cérémonie commémorative de June, mais elle lui semblait appropriée, solide, sobre. Il tenait dans sa main un dossier rempli de lettres sous serment, de photographies et d'un dessin soigneusement plié, représentant la deuxième table, signée Junie. À l'intérieur se trouvait son écriture, son espoir, mais à l'intérieur de Mercer, il y avait la peur. Il n'avait pas ressenti une telle peur depuis la nuit où June avait prononcé le mot « cancer » pour la première fois. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas de perdre quelqu'un à cause de quelque chose contre lequel on ne pouvait rien faire. Il s'agissait de perdre quelqu'un parce qu'on n'était pas assez fort pour l'empêcher. De retour au restaurant, Junie était silencieuse. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis la visite de Mason. Elle avait arrêté de dessiner. Elle ne fredonnait plus. Elle accomplissait ses tâches quotidiennes de manière mécanique, nettoyer, ranger, balayer, comme si elle répétait pour un monde qui ne voulait plus entendre sa voix. Ce matin-là, alors que Mercer se préparait à partir pour le tribunal, il la trouva assise par terre dans le débarras, le dos appuyé contre une pile de sacs de farine, les genoux repliés contre sa poitrine. Il s'accroupit à côté d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle ne leva pas les yeux. « Eh !» Sa voix s'adoucit. « Parle-moi. Je n'aurais pas dû rester. » murmura-t-elle. Mercer sentit le sol se dérober sous lui. « Pourquoi dis-tu cela ? » « Parce que c'est toujours comme ça, » répondit-elle. « Les gens m'acceptent. Puis quelqu'un vient et m'enlève tout. C'est comme si je ne pouvais rien garder de bon, comme s'il y avait une limite. » Mercer prit une profonde inspiration. Il voulait lui dire qu'elle avait tort, mais de quel droit pouvait-il contredire une enfant qui avait déjà survécu à 2 abandons? « Tu n'es pas un fardeau, Junie. » Elle secoua la tête. « Je suis un problème. Je l'ai toujours été. C'est pour ça que ma mère est partie. C'est pour ça qu'il boit. C'est pour ça que les gens s'en vont. » Mercer sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, silencieusement, mais complètement. Il fouilla dans sa poche arrière et en sortit la lettre de June qu'il n'avait montrée à personne depuis les funérailles. Il la déplia lentement. « Lis ça !» dit-il. Junie le regarda en clignant des yeux. « Qu'est-ce que c'est ? C'est ma femme qui t'a écrit ça, avant de mourir. » Junie hésita, puis la prit
avec des doigts tremblants. Elle lut lentement, ses lèvres bougeant au rythme des mots, mais aucun son ne sortit. Quand elle eut fini, ses mains tombèrent sur ses genoux. Elle fixa le papier. Elle a dit de laisser l'amour entrer, murmura Juni, même s'il porte un autre visage. Mercer acquiesça. Tu n'es pas un fardeau, tu n'es pas un problème, tu es cette seconde chance. Juni s'essuya le visage avec le dos de la main. Mais si la loi ne voit pas les choses ainsi, Mercer se leva et lui tendit la main. Alors nous changerons la vie de la loi. Au tribunal, Mercer remit le dossier à la greffière, une femme âgée portant des lunettes violettes et un badge sur lequel était inscrit « Doris ». Elle regarda le dossier, puis leva les yeux vers lui. « Vous n'êtes pas de la famille », dit-elle en feuilletant les documents. « Non, madame. Vous n'avez aucun droit légal sur elle. »« Non, madame. Mais vous voulez obtenir la garde ?»« Oui, madame. » Doris haussa un sourcil. « Ça va être difficile, monsieur Wade. Très difficile. » Mercer sourit faiblement. « Je suis bon dans les difficultés. » Elle l'observa un instant, puis referma le dossier. « Très bien, » dit-elle. « J'ai vu pire. Vous voulez une audience d'urgence ou une requête complète, ce qui nous permettra d'être protégés le plus rapidement possible. » Doris acquiesça d'un signe de tête, tamponna un formulaire et le fit glisser sur le bureau. « Vous avez une audience préliminaire mardi prochain. Amenez la petite. Dites la vérité. Parfois, ça suffit. » Ce soir-là, Mercer retourna au restaurant, épuisé, couvert de poussière et brûlé par le soleil. Il trouva Juni là où il l'avait laissée, dans la balancelle, les roues bloquées, les bras croisés, les yeux fixés sur le ciel. Il s'assit à côté d'elle. « Tu sais, » dit-elle après un long moment, « il y avait une dame dans le dernier refuge où j'ai séjourné. Elle disait, « Il y a deux sortes de gens dans le monde, ceux qui te nourrissent pour se sentir bien dans leur peau, et ceux qui te nourrissent pour que tu te sentes bien dans ta peau. » Mercer se tourna vers elle. « Et moi, je suis lequel ?» Elle le regarda longuement et intensément. « Tu m'as construit une table, » dit-elle. « Ça n'a rien à voir avec la nourriture. » Il acquiesça, ravalant la boule qui lui serrait la gorge. « Et toi ?» demanda-t-il. « Tu es de quel genre ?» Juni détourna le regard. « Je ne sais pas encore. »« Eh bien, » dit-il d'une voix douce, « on le saura peut-être lors de l'audience mardi prochain. » Elle ne répondit pas, mais tendit la main et glissa sa petite main dans la sienne. Pas un mot, juste leurs doigts entrelacés, comme des racines qui décident qu'elles peuvent enfin pousser en toute sécurité. La salle d'audience était petite, lambrissée de chaînes délavées, qui tentaient en vain de lui donner un air solennel. L'air sentait le papier, la climatisation vieillissante et le café fade. C'était le genre d'endroit où les décisions importantes semblaient trop silencieuses, comme une bibliothèque qui avait le pouvoir de bouleverser des vies. Juni était assise à côté de Mercer, les mains jointes sur ses genoux. Sa robe, achetée dans une friperie, était propre et repassée, même si elle ne lui allait pas tout à fait. Elle avait brossé ses cheveux en arrière et Mercer avait apporté un peigne pour dompter les mèches rebelles. Elle semblait plus jeune ce matin-là, plus proche de la fillette de 12 ans qu'elle aurait dû être, mais elle semblait aussi plus âgée, comme quelqu'un qui avait attendu trop longtemps d'être vue. La juge, l'honorable Patricia L. Maddox, était une femme corpulente, aux cheveux courts argentés et au regard direct qui ne laissait aucune place à la comédie. Elle ajusta ses lunettes tout en parcourant le dossier que Mercer avait soumis la semaine précédente. « Monsieur Wade, » dit-elle d'un ton ni chaleureux ni froid, « vous demandez la tutelle d'urgence de Mademoiselle Juniper Weller. Ai-je bien compris ?»« Oui, madame, » répondit Mercer. « Vous n'êtes pas un membre de la famille. »« Non, madame, vous n'avez aucune formation juridique. »« Non,
Vous êtes propriétaire d'un restaurant. Mercer hésita. En quelque sorte, c'est plutôt une véranda, avec une mission. Cela suscita un léger intérêt chez la juge. Expliquez-moi. Mercer jeta un coup d'œil à Junie, qui lui fit un petit signe de tête. Il se leva lentement, les mains fermement posées sur ses cuisses. Je suis propriétaire d'un établissement appelé The Second Table. Ce n'est pas grand-chose. Une véranda, quelques chaises, de la vaisselle dépareillée. Mais les gens viennent. Des gens qui ne sont généralement pas servis en premier. Nous servons les personnes qui ont été oubliées. Tout comme Junie. Le juge Maddox se pencha légèrement en avant. « Et comment avez-vous connu la mineure ?» Mercer raconta l'histoire, sans fioriture, sans embellissement, en se limitant aux faits. Le repas, la question, la fillette aux yeux trop calmes pour son âge, la lettre de sa femme, les dessins, les rires reprirent lentement, comme la musique d'un instrument. Oublié depuis longtemps, quand il eut terminé, le silence régnait dans la salle. Puis, le juge se tourna vers Junie. « Mademoiselle Weller, dit-il doucement, souhaitez-vous dire quelque chose ?» Junie acquiesça, la voix douce mais claire. « Je ne me souviens pas de ma mère. Mon père m'a abandonné après que j'ai été blessé. Je ne pensais pas rester plus d'une semaine au même endroit. Mais Monsieur Wade, il m'a vu, pas comme un problème ou une corvée, juste moi. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Il m'a donné une place à table, pas les restes, une vraie place, et je ne veux pas perdre sa taille. » Le visage de la juge resta impassible, mais son regard s'adoucit légèrement. Junie sortit quelque chose de son giron, une feuille de papier pliée, et la tendit à l'huissier. « Puis-je présenter ceci ?» demanda-t-elle. La juge acquiesça. L'huissier lui tendit le document. La juge Maddox le déplia. C'était un croquis au crayon, représentant le porche, les tables et le pichet de thé sucré qui transpirait au soleil. Mais au centre, il y avait deux silhouettes, un homme, une fille. Leurs mains étaient tendues au-dessus de la table, une fourchette entre elles qu'ils partageaient. Au bas du croquis, une écriture soignée disait « C'est ça, mon foyer ». La juge fixa le papier pendant un long moment, puis elle regarda Mercer. « Dans votre dossier, dit-elle, il y a une lettre de votre défunte épouse. Seriez-vous disposé à la lire ?» À haute voix, Mercer sentit sa gorge se serrer. Il n'avait jamais lu ces mots à haute voix, même pas à Manon. Mais ce moment était plus important que lui, plus important que son chagrin. Il prit la lettre dans le dossier, la déplia avec précaution et commença à lire. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu te dire au revoir comme je l'aurais voulu. Tu n'as jamais été doué pour les longues conversations, alors je vais être bref. Quand quelqu'un qui souffre autant que toi apparaît dans ta vie, ne te détourne pas, ne fais pas semblant de ne pas le voir, surtout s'il te rappelle moi. Laisse l'amour te retrouver, même s'il porte d'autres habits et un autre visage. » Il s'arrêta. La salle d'audience était silencieuse. Même le bourdonnement des lumières semblait s'être arrêté. La juge Maddox posa lentement le croquis. « Monsieur Wade, » dit-elle d'une voix mesurée, mais qui n'était plus impersonnelle, « j'ai examiné les limites juridiques de cette affaire. Vous n'êtes pas un parent de l'enfant, ni un foyer d'accueil agréé. Et pourtant, la loi s'autorise la tutelle dans des circonstances exceptionnelles. » Elle regarda Junie. « Je pense que c'est le cas ici. » Junie eut le souffle coupé. Mercer ne bougeait pas. Il en était incapable. Un soulagement l'envahit comme de l'eau sur un sol desséché. « Je vous accorde la garde temporaire pour 90 jours, poursuivit la juge. Pendant cette période, les services sociaux effectueront une visite à votre domicile et vérifieront vos antécédents. Si tout est en ordre, vous pourrez demander la garde définitive. » Mercer acquiesça enfin, la bouche sèche. « Merci, votre honneur, » dit-il d'une voix rauque. Le juge Maddox esquissa un rare sourire discret. « Merci, monsieur Wade.
Tout le monde ne se mobilise pas pour les oublier, mais quand quelqu'un le fait, quand quelqu'un s'engage vraiment, cela peut tout changer. À l'extérieur du palais de justice, Juni roulait plus vite que d'habitude. Elle tourna au coin de la rue et laissa échapper un rire tremblant, mi-sanglot, mi-joie. Mercer la suivit et, sans demander, s'agenouilla à côté de son fauteuil, roulant, et la serra dans ses bras. « Ça va ?» demanda-t-il. Juni enfouit son visage dans son épaule et répondit d'une voix étouffée. « Je n'ai jamais été quelque chose pour quelqu'un auparavant. » Mercer la serra plus fort. « Tu es à moi maintenant, » dit-il. « Si ça te va. » Elle ne répondit pas tout de suite, puis elle murmura. « J'étais à toi dès l'instant où tu n'as pas bronché. » Tout a commencé avec une radio. Pas une radio élégante, avec Bluetooth et des boutons chromés, mais une radio avec des boutons qu'il fallait tourner dans un certain sens. Elle était posée sur une étagère au fond du second table, oubliée, jusqu'à ce que Juni la trouve en rangeant des cartons de vieille vaisselle. « Est-ce que ça marche encore ?» demanda-t-elle en la tenant comme un vestige d'un monde perdu. Mercer s'essuya les mains sur un torchon. Elle n'a pas joué une seule note depuis l'administration Bush. Mais tu peux essayer. Juni sourit et tourna les boutons comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Les premiers sons furent des parasites, puis un éclat de mariachi, puis encore des parasites, jusqu'à ce que finalement, les accords craquants d'une vieille ballade country se fassent entendre. « Génial », dit-elle. Ce fut le début. Au cours des jours suivants, la musique emplit les coins tranquilles du restaurant. Juni fredonnait en essuyant les tables, laissait Mercer l'accompagner pendant qu'il dessinait, et avait même chorégraphié une routine élaborée pour plier les serviettes au rythme d'une chanson de Willie Nelson, dont Mercer pensait s'être lassé depuis des années. Mais un après-midi, alors que la chaleur était étouffante et immobile, Juni fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle se dirigea vers le piano. Il était posé près du bord de la véranda, un piano droit abîmé que quelqu'un avait donné quelques mois auparavant, avec une note qui disait simplement « Elle chante encore, si quelqu'un veut bien l'écouter ». Mercer n'y avait pas touché. Trop de souvenirs. June jouait autrefois, mal, mais avec cœur. Parfois, Manon tapait sur les touches à côté d'elle, transformant le bruit en joie. Juni l'avait regardée une douzaine de fois. Elle avait même effleuré le couvercle une fois, mais elle ne l'avait jamais ouvert, jusqu'à présent. Mercer observait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, une serviette sur l'épaule, retenant son souffle. La main de Juni, sa main gauche, la plus forte, appuya sur une seule touche, puis une autre. Les notes étaient hésitantes, mais pas incertaines. Elle bougea lentement ses doigts, puis répéta une courte séquence. Encore, ce n'était rien d'extraordinaire, juste une progression de 4 notes. Mais cela fit mal au cœur de Mercer. « Où as-tu appris ?» demanda-t-il doucement, en entrant sous le porche. Juni jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Ma mère. » Elle jouait des hymnes religieux sur un clavier électrique. Nous n'avions pas grand-chose, mais elle disait que la musique faisait oublier ce qui manquait. Mercer acquiesça. Elle avait l'air d'une femme sage. Elle l'était, répondit Juni. Puis, après un moment, elle ajouta, avant qu'elle ne se fatigue. Elle se tut, les yeux baissés vers les touches. Ses doigts s'arrêtèrent, puis se posèrent à nouveau, jouant avec précaution les premières notes de Somewhere Over the Rainbow. Les notes étaient lentes, entrecoupées de longs silences, mais elles avaient quelque chose de sacré. Mercer tira une chaise et s'assit à côté d'elle, sans rien dire. Quand elle arriva à la dernière note, elle laissa sa main s'attarder. « Je n'ai plus qu'une seule main qui fonctionne, » dit-elle doucement. « Je ne peux plus jouer les morceaux difficiles. » « Ce n'était pas un morceau difficile, » répondit Mercer. « C'était un morceau authentique. » Juni le regarda, perplexe.
N'importe quel idiot peut jouer vite, dit-il. Il faut du courage pour jouer avec sincérité. Elle sourit alors, timidement, mais sincèrement. Ce soir-là, après avoir fait la vaisselle et salué les derniers clients, Juni resta au piano, essayant de retrouver les accords de chansons dont elle se souvenait à peine. Mercer était assis à côté d'elle avec un cahier, griffonnant un programme approximatif pour la semaine à venir. Rien d'officiel, marmonna-t-il, juste des idées pour le steak frit du mercredi et la tarte aux pêches du dimanche. Tu crois qu'on pourrait organiser une soirée musicale ? Demanda soudain Juni. Mercer leva les yeux. Genre, les gens viennent jouer, pas seulement moi. Merceau réfléchit. Il faudrait des flyers. On pourrait peut-être emprunter des chaises pliantes à l'église. Et un pot pour les pourboires, ajouta-t-elle, pour que les gens se sentent comme des musiciens. Il acquiesça. D'accord, on est partant. Juni se cala dans sa chaise, satisfaite, puis son expression s'adoucit. Je peux te poser une question. Bien sûr, tu penses parfois à te remettre en couple ? La question le prit tellement au dépourvu qu'il faillit laisser tomber son stylo. Parfois, admit-il. Pourquoi ? Elle haussa les épaules. C'est juste que j'ai peur que tu ne te permettes plus de vouloir quelque chose. Mercer expira lentement. Avant, je pensais que vouloir quelque chose était dangereux, dit-il. Parce que tout ce que j'ai jamais voulu m'a été enlevé. Juni acquiesça. Moi aussi. Ils restèrent assis dans le silence qui suivit, le genre de silence qui ne demande pas à être rompu. Puis, Mercer ajouta, « Mais peut-être que je suis en train d'apprendre. À nouveau. Apprendre quoi ? Que parfois, les choses que ce qui valent la peine d'être désirées te désirent en retour. » Juni regarda le piano, puis elle le regarda. « Alors je pense que nous apprenons tous les deux la même chose. » Plus tard dans la soirée, Mercer trouva une partition sur le comptoir, écrite au crayon, soigneusement notée. En haut, Juni avait écrit « Chanson pour la deuxième table, en cours. Une bonne main, une bonne raison. C'est suffisant pour commencer. » Il la prit et la serra contre sa poitrine comme une prière. Et dans le silence de la cuisine, avec pour seul bruit le ronronnement du ventilateur au plafond, Mercer murmura, sans s'adresser à personne en particulier. « Merci de me l'avoir envoyé, June. » La première cliente arriva juste après midi. C'était une femme nerveuse, vêtue d'un uniforme de la poste, les joues brûlées par le soleil et des lettres sous le bras. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui s'attarde, mais ce jour-là, elle le fit. Elle s'assit à la table la plus proche de la balustrade du porche et demanda « Est-ce qu'il n'y que toujours que du café et de la gentillesse, ou est-ce que vous servez aussi des tartes ?» Mercer, debout derrière le comptoir, les manches retroussées, lui répondit « Nous servons tout ce que nous avons, et la gentillesse est offerte avec le café. » Juni, déjà assise à sa place derrière le comptoir, sourit. Son carnet de croquis était ouvert à côté d'elle, mais elle le referma et se rapprocha. « Quelle sorte de tarte souhaitez-vous » La postière rit. « Quelque chose avec des pêches, mais je me contenterai de quelque chose avec de l'espoir. » Juni désigna la vitrine derrière elle. « Vous avez de la chance. Nous avons les deux. » Ils rirent tous, et c'est ainsi que The Second Table ouvrit officiellement ses portes. La nouvelle s'était répandue depuis l'audience au tribunal, discrètement, subtilement, comme toujours dans les villes comme Bois-Sérin. Les gens avaient commencé à s'arrêter, pas seulement pour manger, mais pour quelque chose d'indéfinissable, la chaleur humaine, le contact visuel et le sentiment que le monde n'était pas complètement perdu. Mercer proposait un menu réduit, pain de maïs, ragoût, thé glacé et toutes les tartes qu'il pouvait préparer. Mais les portions étaient généreuses et personne n'était refusé. Pas même le vagabond à la guitare cassée ou la femme qui demandait toujours des serviettes supplémentaires
pour les mettre dans son sac à main. Juni devint l'âme tranquille de l'établissement. Elle passait la plupart de ses journées derrière le comptoir, à dessiner, à discuter, à prendre de petites décisions qui faisaient une grande différence, comme choisir les nappes qui donnaient un aspect moins provisoire à la véranda, ou le nombre de sachets de sucre à mettre dans chaque panier. Elle prenait les commandes des inconnus avec élégance, et quand elle disait « bienvenue », cela ne semblait pas être quelque chose qu'on lui avait appris. Cela semblait venir du fond du cœur. Un jour, un homme d'environ 70 ans, ridé, buriné par le soleil, et coiffé d'une casquette de vétéran du Vietnam, a commandé 2 bols de chili. Mercer les a apportés tous les deux, avec une question dans les yeux. L'homme a fait un geste vers la chaise vide en face de lui. Le deuxième est pour ma femme. Elle est partie depuis 6 ans, mais elle s'assoit toujours avec moi quand le repas est chaud. Juni observait en silence depuis le comptoir. Au bout d'un moment, elle prit son carnet et commença à dessiner. 1 heure plus tard, elle tendit à l'homme un portrait au crayon. Son visage était légèrement tourné vers le vent, avec la silhouette fantomatique d'une femme en face de lui. Elle avait dessiné sa main sur la sienne, juste le bout des doigts, juste ce qu'il fallait. L'homme ne dit rien. Il essuya simplement ses yeux et plia le dessin comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Plus tard dans la soirée, après avoir rangé la dernière chaise et balayé le porche, Mercer se tenait devant l'évier, en train de frotter la vaisselle. Juni entra en roulant, son carnet de croquis sous le bras et l'air pensif. « Tu as déjà pensé à transformer cet endroit en vrai restaurant ?» demanda-t-elle. Mercer regarda par-dessus son épaule. « Ce n'est pas assez vrai, je veux dire, avec des enseignes, des menus, des licences commerciales, de vraies taxes. Ça a l'air épuisant. » Juni sourit. « Ça le serait, mais ça voudrait aussi dire qu'on pourrait continuer. Peut-être même embaucher quelqu'un. Je ne sais pas, j'ai juste l'impression que ça nous dépasse maintenant. » Mercer essuya une assiette. « Je n'avais jamais prévu ça. Je voulais juste offrir un repas à quelqu'un et lui donner une raison de revenir. Et maintenant, dit-elle, tu as donné ça à 12 de personnes, peut-être plus. » Mercer marqua une pause. « Je ne sais toujours pas ce que je fais, admit-il. »« Personne ne le sait, répondit-elle. Mais certains d'entre nous le font avec leur cœur. Ça compte. » Il se tourna vers elle et la regarda. « Tu penses que tu aimerais diriger un endroit comme celui-ci un jour ?» Le visage de June devint sérieux. « Oui, je pense que j'aimerais bien. » Il acquiesça lentement. « Alors je suppose qu'on ferait mieux d'apprendre à payer les factures. » Le lendemain, une petite fille d'environ 8 ans entra avec sa mère. Elle portait une prothèse auditive à l'oreille et tenait un bloc-notes rose dans sa main. Juni la salua comme à son habitude, avec gentillesse et douceur. La mère de la fillette se pencha vers elle et lui murmura quelque chose. L'enfant acquiesça timidement, puis s'y tourna une page du bloc-notes. On pouvait y lire « Tu ne marches pas comme moi, mais tu souris comme moi. J'aime ça. » June ouvrit la bouche, puis posa la main sur sa poitrine. Elle prit un stylo, retourna le mot et écrivit « Tu n'as pas besoin de marcher comme moi. Tu brilles déjà comme toi-même. » Ils échangèrent un sourire timide et magnifique. Derrière le comptoir, Mercer observa cette scène comme si elle était trop fragile pour être touchée. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis, sous les étoiles, sur la terrasse, Mercer se tourna vers Juni. « Tu es en train de construire quelque chose ici, » lui dit-il. Elle le regarda, les sourcils levés. « Que veux-tu dire? Tu as plus que des croquis maintenant. Tu as des gens qui attendent de te voir, qui repartent un peu plus légers parce que tu leur as souri. » Elle détourna le regard, gênée. « Je ne suis qu'une fille derrière un comptoir. Non, dit-il d'une voix ferme mais douce. C'est grâce à toi qu'ils reviennent.
Junie cligna des yeux. « Tu le penses vraiment ?»« Je le sais. » Elle se pencha en arrière et fixa le ciel. « Alors je ferais mieux de continuer à venir. » Le soleil commençait à disparaître à l'horizon, plongeant la terrasse du restaurant dans une lumière ambrée. C'était l'heure dorée, le moment préféré de Mercer dans la journée, où la poussière ne semblait plus être de la saleté, mais quelque chose de sacré dans l'air, brillant et léger. Il était en train de rincer une cafetière lorsque quelqu'un frappa, pas à la porte d'entrée, pas sur la balustrade de la terrasse, où les enfants tapaient parfois des pièces de monnaie contre le bois pour s'amuser, mais à l'arrière, 3 coups légers, hésitants, comme si la main qui frappait n'était pas tout à fait sûre d'être à sa place. Mercer s'essuya les mains et se dirigea vers le bruit. Il ouvrit la porte. Une femme d'une 30aine d'années se tenait là, élégante, mais fatiguée par le voyage. Elle avait des cheveux blonds, sable, attachés sous un foulard, une chemise ample boutonnée rentrée dans un jean et des bottes qui semblaient avoir parcouru toutes les routes possibles. Ses yeux verts étaient rougis, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Je peux vous aider ?» demanda Mercer. La femme déglutit, la voix s'étranglait. « J'espère, » répondit-elle. « On m'a dit que je trouverais quelqu'un ici. Une fille, environ 12 ans, en fauteuil roulant. » Mercer haussa légèrement les épaules. « Ça dépend de qui la cherche. » Elle hésita, puis sortit quelque chose de son sac à main. Une vieille photo, cornée au coin. C'était Junie, plus jeune, peut-être 7 ans, assise dans une petite piscine en plastique, en forme de chat, les cheveux ébouriffés et bouclés, souriant à l'appareil photo, le visage barbouillé de crème glacée. « C'est ma fille, » dit la femme. Mercer ne dit rien. Ses mains tombèrent le long de son corps, ses doigts se crispant, inconsciemment. « On me l'a enlevée, » continua la femme d'une voix faible. « Pas par la justice, mais par son père. Nous n'étions pas mariés. Il avait la garde partielle. Un jour, il a disparu avec elle. Je l'ai cherché pendant des mois, des années. J'ai engagé des gens. J'ai mis sa photo sur des sites web. Mais il n'y avait aucune trace d'elle. Personne ne l'avait vue. Aucune réponse. Sa voix se brisa. Jusqu'à la semaine dernière, quelqu'un m'a envoyé un message, une photo d'un dessin. Ils ont dit qu'elle l'avait dessiné pour un ancien combattant dans un restaurant en bordure de route près de Bois-Sérin. Mercer se souvint immédiatement de ce moment, le croquis de Junie représentant l'homme et sa femme invisibles, son don, sa gentillesse. Il regarda à nouveau la femme dans les yeux, fatigué, mais indéniablement vivant. Il n'y avait aucune tromperie, seulement de la douleur. « Je m'appelle Olivia, » dit-elle, « et je vous jure que je n'ai jamais cessé de la chercher. » Mercer recula. « Elle est là, » dit-il. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Olivia eut le souffle coupé et porta la main à sa bouche. « Je dois la préparer, » ajouta-t-il doucement. Elle acquiesça. Bien sûr, Mercer trouva Junie dans l'arrière-boutique, en train de plier des torchons avec une précision mécanique. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, son regard cherchant le sien. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « Tu as l'air bizarre. » Mercer s'accroupit devant elle, sans parler pendant un moment. « Quelqu'un veut te voir, » dit-il. Junie cligna des yeux. « Qui ?» Il hésita. Elle dit « Quelle est ta mère ?» Le visage de John devint vide, comme lorsque Mason était apparu. Mais ensuite, lentement, une lueur apparut, un choc différent. Pas de la peur, pas même de l'espoir, juste une incrédulité si profonde qu'elle n'avait pas de nom. Mercer posa une main sur la sienne. « Je pense qu'elle dit la vérité. » Junie le fixa du regard. « Je ne me souviens pas d'elle. » Mercer acquiesça. « Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. » Junie détourna le regard, la voix à peine audible. « J'ai peur, je m'inquiéterais davantage si ce n'était pas le cas, » répondit-il. « Mais je resterai près de toi. Quoi qu'il arrive, tu resteras toi-même.
Tu m'as toujours, moi. » Sa lèvre inférieure tremblait. « Je peux la rencontrer dehors, à la table ?» Mercer sourit. Bien sûr, le porche n'avait jamais été aussi calme. Les assiettes avaient été débarrassées, les chaises espacées. La lumière était juste assez tamisée pour se sentir en sécurité. Juni se propulsa hors de son fauteuil, roulant, avec des mouvements lents et délibérés. Olivia attendait à l'autre bout, les mains jointes, tout son corps se tendut, comme si un seul souffle pouvait la briser. Lorsque leurs regards se croisèrent, personne ne parla pendant un long moment. Il n'y avait que le silence. Puis Juni dit « Tu étais dans mes dessins. Je ne le savais pas, mais tu étais là. » Olivia s'approcha, les larmes coulant maintenant sur ses joues. « Je n'étais jamais loin, » dit-elle. « Pas dans mon cœur. Pourquoi tu ne m'as pas trouvé? J'ai essayé, » murmura Olivia. « Il t'avait si bien caché. » La voix de June se brisa. « Il m'a fait du mal. »« Je sais, » dit Olivia. « Si je t'avais trouvé plus tôt. » Juni secoua la tête. « Tu es là maintenant. » C'est alors qu'Olivia tomba à genoux et pressa son front contre la main de June. « Je n'attends rien, » murmura-t-elle. « Ni pardon, ni miracle. Juste la chance de te connaître. » Juni tendit la main, timidement, maladroitement, et posa sa main sur celle d'Olivia. Mercer se détourna pour les laisser profiter de ce moment. Plus tard, alors que le soleil avait complètement disparu et que le porche n'était éclairé que par la douce lueur des lanternes suspendues, Mercer s'assit sur le bord des marches et regarda la poussière se déposer comme des étoiles sur le plancher. Juni le rejoignit. « Elle veut m'emmener avec elle, » dit-elle doucement. Le cœur de Mercer s'arrêta, puis se remit à battre, plus lourdement. « Que veux-tu » Juni ne répondit pas tout de suite. « Je veux la connaître, » dit-elle, « mais je ne veux pas te quitter. » Mercer déglutit péniblement. « Tu n'as pas à choisir, » dit-il. « Nous trouverons un moyen. » Juni leva les yeux vers le ciel. « Tu penses que la famille, c'est ceux qui t'élèvent ?»« Non, » répondit Mercer. « Je pense que la famille, c'est ceux qui restent. Qui est là pour toi ?» Juni appuya sa tête contre son épaule. « Alors j'imagine que j'ai 2 familles maintenant. » Et pour la première fois de sa vie, Mercer comprit quelque chose qu'il ne s'était jamais autorisé à croire auparavant. Parfois, les personnes que nous perdons font de la place pour celles que nous sommes destinés à trouver. Les péchés fleurissaient tôt cette année-là. C'était inhabituel pour la Provence, mais cela semblait approprié. Mercer se tenait au bord du jardin, derrière The Second Table, un sécateur à la main, écoutant le brouhaha tranquille du porche qui s'animait. Cela faisait presque 1 an que Juni lui avait demandé pour la première fois ses restes. Maintenant, elle était à l'intérieur, non pas en tant qu'invitée ou fille, sans endroit où aller, mais en tant que partenaire. Ses dessins tapissaient les murs intérieurs, encadrés non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient sincères. Le restaurant s'était développé lentement, comme des racines sous un sol sec, enfin arrosé par la pluie. Le bouche à oreille, il avait fait ce que le marketing n'avait jamais pu faire. Des voyageurs, des travailleurs, des mères avec des enfants bruyants, des hommes calmes avec des souvenirs trop lourds à porter. Tous avaient fini par trouver leur chemin jusqu'ici. Certains restaient 10 minutes, d'autres restaient toute la journée. Tous repartaient plus légers. Et aujourd'hui, c'était le 13e anniversaire de June. À l'intérieur, elle était entourée de personnes qui ne la connaissaient pas il y a 1 an, mais qui la considéraient désormais comme leur famille. Manon, la fille de Mercer, était assise à côté d'elle et gloussait à propos d'une blague entre elles. Olivia, la mère biologique de June, se tenait près du présentoir à tarte et discutait avec 2 femmes du village qui avaient aidé dans la première cuisine officielle du restaurant. Aucune tension, aucune barrière entre le passé et le présent. Juste des gens qui étaient restés
Je dois apporter le gâteau ?» demanda Mercey en passant par la porte arrière. Un plateau de scones aux pêches, coupés à la main dans les bras. Junie leva les yeux au ciel. « C'est ta solution à tout. Des scones. Ils sont sucrés. Ils sont discrets. Ils apparaissent quand personne d'autre ne vient. Ça te dit quelque chose ?» Elle sourit. « D'accord, mais il vaudrait mieux qu'il y ait des bougies. Il y en a 13, dit-il. Et une pour la chance. » Manon leva la main. « Attends, ça fait 14. » Junie haussa les épaules. « Je suppose que j'ai encore plus de chance. » Mercey posa le plateau et alluma les bougies avec précaution. Alors que les flammes vacillaient, le visage de June s'illumina, non pas à la lueur du feu, mais par quelque chose de plus difficile à définir, la guérison. Elle ferma les yeux, prit une inspiration et souffla. Elle ne formula aucun vœu à voix haute. Seul le murmure des flammes, l'odeur de la cire et du sucre, et les applaudissements discrets des personnes qui savaient ce que cela signifiait pour une fille comme Junie de continuer à faire des vœux résonnaient dans la pièce. Après le gâteau, le porche se vida peu à peu. Les invités s'en allèrent en s'embrassant et en se disant au revoir, promettant de revenir pour la soirée Chili du mardi ou le cercle de chant du vendredi. Junie roula jusqu'à Mercer sur les marches. L'air s'était rafraîchi juste assez pour que la brise soit agréable. « Tu te souviens du premier jour où je suis arrivée ici ?» demanda-t-elle. Mercer acquiesça. « Tu voulais mes restes ?» Elle sourit. « Je ne savais pas que tu offrais tout. » Il regarda la rue poussiéreuse, les pêchers qui se balançaient dans le vent. « Je ne savais pas que j'avais quelque chose à offrir, » dit-il. « Pas vraiment. » Elle le poussa du coude. « Tu m'as donné un nom gravé dans le bois. Tu m'as donné une raison de le graver. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis Junie dit « Olivia m'a demandé si je voulais emménager avec elle à plein temps, à Marsilia. » Mercey ne bougea pas. Puis il dit doucement « Je lui ai dit que je viendrais te voir souvent, que je voulais apprendre à te connaître, mais je veux rester ici. » Il finit par se tourner vers elle. « Pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « Parce que c'est ici que j'ai commencé à devenir moi-même, pas à survivre, à devenir. » Il ne put répondre, pas avec des mots, mais il tendit la main et posa doucement sa main sur la sienne. Elle la serra en retour. Ce soir-là, Junie accrocha un nouveau dessin au mur. Il était simple. Une table, 2 chaises, une assiette au centre. Pas de visage, pas de nom, juste la forme de quelque chose qui attendait d'être partagé. En dessous, elle avait écrit en lettres bouclées. Certains restes nourrissent le corps, certains regards nourrissent l'âme. La deuxième table. Mercey lut ces mots 2 fois, puis encore une fois. Il n'y eut pas de larmes, pas cette fois-ci, juste de la chaleur, une douce plénitude. Au cours des mois qui suivirent, le restaurant devint plus qu'un simple endroit. Il devint un rythme. Junie organisa une soirée, histoires et croquis, une fois par mois, où les clients pouvaient manger gratuitement, s'ils apportaient un souvenir ou une photo à partager. Elle commença à enseigner le dessin aux enfants, le samedi, même à ceux qui ne parlaient pas beaucoup, voire pas du tout. Elle leur apprit à regarder les gens, à les voir. Mercey prit la cuisine à plein temps, perfectionnant ses biscuits, réussissant enfin la recette du cobbler aux pêches, que même Manon admit être meilleure que celle de sa grand-mère. Il souriait davantage, il dormait mieux. La douleur dans sa poitrine, qui résonnait autrefois comme une pièce vide, était désormais remplacée par une joie tranquille. Et même si le chagrin était toujours présent dans certains recoins, les souvenirs de June, les vieilles chansons à la radio, il ne régnait plus dans la maison. Un après-midi, Junie se rendit en fauteuil roulant sous le porche, une enveloppe à la main. Elle l'attendit à Mercer avec un grand sourire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Une lettre, » répondit-elle. « Mais cette fois, c'est toi qui vas la lire. » Il l'ouvrit. « Cher Monsieur Wade,
Merci de m'avoir rendu ma fille, pas seulement à moi, mais à elle-même. Vous l'avez vue avant nous tous. Vous lui avez donné de l'espace pour respirer, pour croire, et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous n'avez peut-être pas signé son certificat de naissance, mais vous avez signé sa vie avec quelque chose de plus fort, l'amour. Olivia Mercer plia lentement la lettre et la glissa dans sa poche, pas pour l'oublier, mais pour la garder avec lui, tout comme il garderait Juni avec lui, Manon, le souvenir de June et tous les invités qui avaient franchi le porche avec la faim au creux du ventre. Car parfois, on ne choisit pas qui s'assied à notre table, mais vous choisissez de laisser une place libre. Ce soir-là, Juni sortit une dernière chose, une nouvelle pancarte en bois, sculptée à la main. Mercer l'accrocha au-dessus du porche, sous son regard. On pouvait y lire simplement « La deuxième table, où tout le monde a sa place » et en dessous, juste assez effacé pour que certains ne le remarquent pas, mais suffisamment clair pour ceux qui savaient, les yeux dans la poussière, le cœur dans la lumière. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais savoir où dans le monde êtes-vous aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous où dans le monde cette histoire vous a trouvé. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où la gentillesse peut aller. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a toujours de la place pour une personne de plus chez Spirituelles Histoires. Nous vous remercions sincèrement d'avoir passé une partie de votre journée avec nous. N'oubliez pas de regarder les vidéos sur l'écran.